Bonjour à tous, si vous pensez que cette vidéo le mérite, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Reviens ici! On la tient! Vite, un coup de main! Descends, tout de suite! Il va tous nous tuer! Maintiens-la au sol! Il va tous nous tuer! Quoi? Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour à tous. Oui, je sais, c'est pas très fin, mais j'adore vraiment cette scène. Je trouve qu'elle résume assez bien la situation actuelle et à quel point on devient tous hystériques en ce moment dès que l'on aborde ce thème. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense qu'il est plus rationnel, pour l'instant, de suivre le protocole du docteur Raoult. Alors, par rationalisme, j'entends ça. Raisonner correctement, il vaut mieux avoir une opinion pas très correcte plutôt que pas d'opinion du tout. Oui, je sais, c'est très difficile à entendre. Et pas ça. Très comme ça, tant qu'on m'a pas comparé et qu'on m'a pas montré, je sais pas. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer pour quelles raisons il me semble plus rationnel aujourd'hui de suivre le protocole du Dr Raoult que de suivre la méthodologie scientifique. Tout d'abord, le contexte. Malgré ce que disent certains, moi je pense que la situation devient urgente. Non pas uniquement que pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons économiques. En effet, la crise économique risque de faire beaucoup plus de morts que le coronavirus. Lorsque l'on s'attarde sur les chiffres et les estimations de la crise économique des subprimes, plus celle de l'euro qui a suivi, en 2008 et en 2010, on se rend vite compte que le nombre de morts liés à ces crises se chiffre plus en millions qu'en centaines de milliers. C'est pour cela que la balance bénéfice-risque que présentent Assermendax et Latronche-en-Biais me paraît inappropriée. En effet, il omet complètement ce point. Et lorsque j'entends cela... On va diffuser un vlog sur la 3e étude de Didier Raoult. Voilà, le texte est écrit. On est obligé d'y revenir. Et ça me choque d'être obligé d'y revenir, sachez-le. Et donc voilà, moi j'attends impatiemment le bon moment pour appuyer. J'hallucine. La communauté scientifique, conseils scientifiques, chercheurs, médecins, biologistes, sont en train de s'entre-déchirer. Les politiques ne savent plus où donner de la tête. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah ouais? Et Assermendax pense pouvoir régler le problème avec 2 vidéos YouTube. Je commence vraiment à douter de leur motivation, là. J'ai quand même l'impression qu'ils deviennent un petit peu extrémistes, quand même. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus. Est-ce que ces 2 sceptiques font de la vulgarisation, ou cherchent-ils avant tout à nous convaincre qu'ils ont raison? Bref, quels sont leurs besoins? Pour comprendre un peu cette démarche, je vous invite à voir cette vidéo de PsychoQuack. Car ce que tu crois important, ce sont souvent que des constructions, des stratégies pour combler tes besoins. Et elles sont interchangeables selon le moment ou la culture. Par exemple, ton militantisme pro-français n'est que le moyen que tu as trouvé de combler des besoins, par exemple de stabilité, de protection des autres, de sécurité ou d'estime de toi. Et ce qui est rigolo quand tu réfléchis comme ça, c'est que le raciste et l'antiraciste, ils peuvent être au final très proches fondamentalement, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de combler leurs besoins. Bref, j'ai la sensation que Assermendax et les religieux, ils ont à peu près les mêmes besoins. Je vais tenter de vous expliquer mon opinion sous la forme de ce graphique.
Mais à l'inverse de certains, je ne lis pas forcément le pour et le contre. Ce n'est pas parce que le pour diminue que le contre augmente mécaniquement, comme on peut le voir sur ce graphique. Je préfère une représentation de ce type. Vous pouvez constater que même si le pour diminue, eh bien ce n'est pas pour autant que le contre augmente. Alors, toutes ces valeurs, faut bien comprendre qu'elles sont purement arbitraires. La façon dont j'évalue le pour et le contre dépend avant tout de mes a priori. D'un individu à l'autre, elles peuvent évoluer. Donc, reprenons. Avant cette crise du coronavirus, je pense que, comme tout le monde, la tronche en biais et Monsieur Sam compris, si le professeur Raoult vous avait prescrit un médicament, n'importe lequel, à la suite d'une infection, que vous auriez contracté, tout le monde aurait suivi son traitement sans trop réfléchir. Mon indice de confiance est donc très élevé. C'était un infectiologue renommé mondialement, je n'ai pas de raison de douter. Vous noterez quand même que je laisse une petite place au doute, le contre, en rouge. En effet, ça arrive à tout le monde de se tromper, la médecine, et c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas une science exacte. Et puis, à la télé, Raoult a prétendu avoir le remède miracle contre le coronavirus. Eh bien, comme à chaque fois que l'on m'annonce un miracle, j'ai tendance à douter. Donc... Ensuite, il a sorti sa première étude, où on l'a accusé de fraude. Donc pour moi, là, le pour, il diminue fortement. Ensuite, il y a eu les propos de Karine Lacombe. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Utiliser un médicament comme ça, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, en exposant les personnes qui le prennent à des complications, sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base de la chloroquine, je pense que c'est vraiment en dehors de toute démarche éthique. Ma confiance en Raoult s'est effondrée, mais elle n'est pas tombée à zéro. On ne remet pas 40 ans de carrière pour une étude truquée. Et là est la grosse différence entre moi et certains sceptiques. Pour eux, le pour est tombé à zéro. Et le problème, c'est que du coup, si l'on suit la loi de Bayes... Si jamais j'ai, sur un sujet quelconque, une conviction a priori égale à 0%, je n'y crois pas de façon absolue, eh bien, dans ce cas, la machinerie bayésienne est bloquée. 0 multiplié par quoi que ce soit fera toujours 0. Si mon curseur de plausibilité est sur 0, alors rien ne pourra me faire changer d'avis. Rien. Jamais. Même si on me montre des tonnes de preuves que j'ai tort, ma position n'évoluera jamais. Ce n'est pas très sain. Je suis donc allé lire cette étude, et là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de triche, mais que cette étude était bâclée, ce qui fait une énorme différence, comme je l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Je fraude. Et c'est là que je pense que les mots sont importants parce que ils induisent tout un raisonnement derrière qui devient de fait très fragile. L'étude du professeur Raoult, elle n'est pas truquée, elle est bâclée, elle ne prouve rien. En d'autres termes, c'est de la merde, et comme le dit très bien Serment d'Axe... Avec ça, le bac, vous l'avez pas. Mais ce n'est pas parce que c'est nul que le candidat a triché. N'importe qui peut facilement retrouver les trous béants qu'il y a dans cette étude. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo si vous voulez comprendre les anomalies de cette étude. Ce n'est pas parce que c'est de la merde que c'est de la triche. Vous avez compris ? Oui. Les gens se sont emballés. Je remonte donc mon curseur de confiance en Raoult un petit peu. Puis les informations sur Karine Lacombe sont tombées. Elle a touché des dizaines de milliers d'euros de la part des labos, comme Jihad, et est donc peut-être en conflit d'intérêts. D'ailleurs, quelle erreur d'avoir mis en avant cette personne, quoi. Je sais pas si c'est les médias ou les politiques, mais si on voulait alimenter la théorie du complot, là, on pouvait pas faire mieux, quoi. On les soignera. Mais vous allez faire des vaccins alors? Non, on les soignera quand ils seront malades. Pourquoi attendre qu'ils soient malades? Pour leur vendre des médicaments, banane. La première chose que vous trouvez à faire, c'est de vendre des médicaments. Non, la première chose, c'est de doubler les prix des médocs. Mais c'est atroce. Mais c'est la loi du marché. Ne fais pas l'étonner, hein. Nous, on est là pour vendre des médocs. Et pour vendre des médocs, faut que les gens soient malades. On a un business plan très clair. 1.
Pas de vaccin. 2, épidémie mondiale. 3, les médocs arrivent en retard. Pourquoi les médicaments arrivent en retard? C'est dans le business plan, pour atteindre des millions de morts. Quoi? Ouais, c'est génial, quand il y a des morts en pagaille, on vend les médocs le prix qu'on veut. Donc, le pour remonte un petit peu. Puis, on apprend que l'hydroxychloroquine est dangereux. Il peut provoquer de nombreux problèmes de santé. Donc là, forcément, le contre, il explose. Mais en regardant de plus près, j'apprends que ce médicament est prescrit depuis des dizaines d'années et que l'hydroxychloroquine était en vente libre il y a à peine quelques mois, exactement comme le Doliprane. Ils se sont peut-être un peu emballés quand même, et lorsque j'entends un serment d'axe, est-il licite de donner une combinaison de médicaments connus pour provoquer des arrêts cardiaques lorsqu'ils sont utilisés ensemble pour traiter une maladie bénigne? Qui veut courir le risque de perdre plus de vies qu'il n'en sauve? What the fuck? j'ai presque l'impression qu'il est plus dangereux de prendre de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine que d'attraper le coronavirus, quoi. De tels propos me paraît quand même un petit peu exagéré, quoi. Donc, le contre redescend. Puis sa deuxième étude à 91,7% d'efficacité. Là, je suis tout à fait d'accord avec la tronche en pied, cette étude ne prouve rien. Pas de groupe témoin et une marge d'erreur trop importante pour en tirer la moindre conclusion. Cependant, ce n'est pas parce qu'elle ne prouve rien que je fais varier mes curseurs. Elle n'augmente ni pour le pour, ni pour le contre. Cette étude, c'est un os qu'il a jeté à la gueule des journalistes, quoi. Ensuite, je me demande pourquoi un antibio, l'azithromycine, pour traiter un virus. Je vais donc sur Google Scholar et je vois qu'il existe des études qui prouvent que l'AZT aurait aussi un effet antiviral. Donc, mon curseur de confiance en Raoult remonte un peu. Après, je me suis posé la question, mais quelles sont les autres pistes de traitement ? Le Remdesivir, qui ne dispose d'aucune autorisation de mise sur le marché, faut le savoir quand même. Le Kaletra, avec ou sans interféron bêta. Bref, des médicaments qui sont à minima, et j'insiste, à minima, tout aussi toxiques que l'hydroxychloroquine. Le pour et le contre sont donc parfaitement égaux. Enfin, je me suis aperçu que l'étude Discovery ne respectait pas le protocole du docteur Raoult, et que, bien que randomisée avec un groupe contrôle, l'étude n'est pas en double aveugle. Donc elle ne peut prouver que Raoult a raison ou tort. Bref, j'ai quand même la sensation que tout le monde se réfugie derrière la science, la méthode, mais qu'il n'y en a pas un qui est beaucoup plus rigoureux que les autres, quoi. Tout le monde dénonce l'argument d'autorité, mais j'ai quand même la sensation que tout le monde court après. On appuie sur Show Expert, et Show Expert, vous savez qui c'est, qui est Show Expert, et donc je suis désolé, mais je suis le premier expert. L'article d'un doctorant en médecine qui fait sa thèse sur une maladie infectieuse. Donc je répète, je ne suis pas l'auteur des mots que je vais prononcer, ce sont ceux de quelqu'un qui travaille sur le sujet. Mais vous avez raison sur un point, je suis pas infectiologue. Et donc c'est sur base du discours de gens bien plus compétents que moi, dont certains sont probablement aussi compétents que M. Raoult. Tout ce que je viens de vous dire est évidemment sourcé dans la description. Donc les sources de M. Sam, on a un journaliste, un doctorant en bioche, un psychiatre, un étudiant en master, un doctorant de labo, un astrophysicien et, enfin, un infectiologue. La fameuse Karine Lacombe, dont on a déjà parlé précédemment. Dont certains sont probablement aussi compétents que M. Raoult. Vous êtes sérieux? Tout le monde dénonce l'argument d'autorité, tout le monde court après. Dans les deux camps, donc, eh bien, je m'en remets à l'avis de l'expert. Non mais Raoult déjà il est biologiste. Il est biologiste médical, médecin, avec un CES. À l'époque il n'y avait pas le DES de biologie médicale, donc un CES de bactério-viraux, microbiologiste. Et dans le monde de la microbiologie, de la biologie médicale, c'est pas un charlatan.
c'est pas Henri Joyeux, quoi. C'est pas parce qu'ils sont professeurs tous les deux. Henri Joyeux, c'était, je crois, un cancérologue ou un professeur de chaire cancéro qui s'est mis à parler de n'importe quoi et des vaccins sur un domaine qui n'est pas du tout le sien. Raoult, en maladies infectieuses et en bactérioviraux, c'est une sommité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et je rajoute un petit plus sur le pour. Bref, voici ce que moi j'estime être rationnel. Vous pouvez voir que les indices de confiance pour ou contre en Raoult sont très faibles. Les deux, le pour et le contre, c'est très faible comme indice de confiance. On se rapproche donc plus d'une croyance que du savoir. Mais le pour reste légèrement, très légèrement supérieur au contre. Donc, suivre la méthodologie scientifique n'est donc pas forcément le choix le plus rationnel, comme l'explique Hygiène Mentale dans une de ses vidéos. Une personne rationnelle devrait tenir compte de facteurs tels que la durée nécessaire pour la recherche, le coût du traitement des données, l'effort à fournir pour avoir des informations. Si les coûts ne valent pas le coup, vous cassez pas le coup. Ou encore, certaines personnes sont trop rationnelles. Elles pensent que la science a toujours raison et que les progrès scientifiques régleront tous les problèmes de la société. Non, ça c'est le scientisme. Si on pense que les progrès scientifiques causeront plus de mal que de bien, alors il serait rationnel de militer contre le progrès scientifique. Si on pense que sur le sujet X, tel consensus scientifique a tort, il serait irrationnel de se ranger malgré tout au consensus scientifique. Je sais, c'est assez exceptionnel, mais c'est aussi parce que le contexte est exceptionnel. Enfin, il ne faut pas confondre la science et la méthodologie scientifique. La méthodologie, c'est un outil qui permet de produire certaines connaissances scientifiques. Mais parfois, cet outil de précision n'est pas adapté à la cadence de production. Un peu comme si on limitait les performances d'une industrie automobile à la machine hyper précise qui fabrique des pièces en métal au micron près, quoi. Parfois, nous n'avons d'autre choix que de croire et de s'en remettre à nos a priori, même dans le milieu scientifique. Eh bien, dans la médecine, moi, si je dois croire en quelqu'un, ce sera plus, pour l'instant, en l'avis de l'expert. Après, je pense que toutes ces vidéos, aussi bien celles de Raoult que celles des sceptiques, qui veulent à tout prix débunker sans la moindre nuance, va provoquer une remise en cause permanente des choix des médecins. Et ça, c'est un problème que je connais bien dans mon métier. Je suis professeur et chez nous, il n'y a pas une réunion parents-prof où un parent ne vient pas nous expliquer notre métier et remettre en cause notre travail. Amis médecins, ça va être difficile, préparez-vous. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et de vos proches. Et enfin, là, pour tous ceux avec qui j'ai discuté dans les commentaires, mon prénom c'est Thierry.